Nous allons suivre le webinaire qui a été préparé et annoncé par la Fondation d'Amy Berlinde. Et ces webinaires fait partie des séries de webinaires qui seront organisés avant le congrès qui sera tenu du 15 au 18 juillet sur la chirurgie endoscopique par la Fondation d'Amy Berlinde. Je disais bien, c'est un webinaire en pré-congrès. Le thème de ces webinaires sera toujours la chirurgie mini-invasive en Afrique et surtout les innovations et voir sa pérennisation dans notre milieu. Le webinaire aura 3 présentations et il aura 2 panélistes. D'abord, moi, c'est le professeur Mboloko Essimo Justin. Je suis professeur à l'Université de Kinshasa, chef des services de médecine de la reproduction. Je suis un des anciens qui ont été formés par Clermont-Ferrand au Cameroun sur la chirurgie endoscopique. Comme présentateur, vous aurez en premier le professeur Nzao Ngoma, qui est gynécologue obstétricien, le chef des services de gynécologie, et il est le représentant de l'Afrique centrale dans la Société internationale d'endoscopie gynécologique. J'ai dit bien, c'est le président de FODAP. Le deuxième orateur sera le docteur Alpha Mafuta Ntita, qui est chirurgien urologue. Il est chef des travaux à l'université de Kinshasa et un ancien interne des hôpitaux de Paris. Et la troisième personne la présentatrice sera le docteur cardinal Pichila Okiemi Niedet. Elle est chirurgienne pédiatre au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, donc au Congo, au Braza. Et nous aurons 2 panélistes. Ça sera le professeur Moukana, qui est le président de la Société des gynécologues obstétriciens du Congo. Et il fait aussi de la chirurgie endoscopique. Il est panéliste. Et le deuxième panéliste, ça sera le professeur, le docteur Ntsadi, qui est le président de l'Ordre des médecins, mais c'est un chirurgien qui fait de l'endoscopie aussi. Et pour les présentations, la première présentation, celle du professeur Nzao, portera sur la chirurgie minimale invasive en Afrique, innover sans se ruiner. Et la deuxième présentation, celle du docteur Mafuta, portera sur l'endourologie de l'enfant, la résection, la cervicotomie au laser par l'utilisation de l'urétroscope Charrière 6. Et la troisième présentation, celle du docteur Ninette, portera sur les particularités de la laparoscopie en pédiatrie. Et il aura les panélistes, il aura un panel de questions. Il y a des échanges qui se feront entre les panélistes et les présentateurs, ainsi que tous ceux qui auront des questions. Nous aimerions que les questions soient posées dans la boîte qui est questions-réponses et nous pourrons y répondre. Et sans plus tarder, j'ai dit bien, nous serons assez stricts sur les heures. Les panélistes auront 15 minutes chacun et les discussions prendront 30 minutes. Sans plus tarder, nous passons à la première présentation qui sera faite par le professeur Nzao. Professeur Nzao, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je crois que vous pouvez me suivre. Vous m'entendez bien? Oui. Juste le temps de mettre le chrono parce que il faut. Merci beaucoup et merci à notre maître et le professeur Mboloko pour avoir accepté de modérer cette séance. C'est pour nous un grand plaisir de l'avoir parmi nous.
autour de ces sujets dont il a été le premier pour lequel en fait il a été le premier à montrer le chemin en ce qui me concerne particulièrement. Et donc c'est vraiment à double titre que je tiens à être reconnaissant de ce point de vue-là. Nous allons parler de la chirurgie minimale invasive en Afrique. Comment innover sans se ruiner? Et nous parcourrons pour ces 15 minutes les différentes dias que nous avons prévues. La question, c'est, par exemple, lorsque on arrive dans un village comme ça, c'est de se dire, est-ce qu'une chirurgie peut être nécessaire pour un patient ou une patiente qui vit dans ces milieux? La réponse, elle est vite venue, c'est oui. Il peut y avoir des conditions qui peuvent nécessiter une chirurgie, mais lorsqu'on va plus loin en demandant est-ce qu'il y a un besoin de chirurgie minimale invasive dans ces milieux-là, alors on peut hésiter en commençant à donner beaucoup de raisons. Ça peut être compliqué, il n'y a pas d'électricité, les conditions ne sont pas réunies. Mais pourtant, la réponse devait aussi être tout simplement oui, parce que les patients qui vivent dans ces milieux sont exactement, en termes de droits humains, les mêmes patients ou les mêmes humains qu'on retrouve dans les villes, qu'on retrouve en Europe, qu'on retrouve partout. Alors pourquoi cette grande disparité? Eh bien, il y a des choses que l'on peut faire pour réduire le gap. Pendant très longtemps, comme pour l'exemple de ce village, l'endoscopie ou la chirurgie minimale invasive en général a été considérée comme un luxe. Mais les choses ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué avec beaucoup de facilité et on est bien d'accord qu'aujourd'hui, la chirurgie minimale invasive, plutôt que d'être un luxe, est une exigence qui peut être une exigence clinique dans certaines conditions, une exigence économique parce que les personnes doivent répartir pour travailler et une exigence humaine, ça c'est clair. Lorsque un parent peut quitter la maison le même jour et répartir le même jour et trouver ses enfants, qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus humanitaire dans ça? Mais au niveau africain, comme vous savez, on a beaucoup de besoins en cette matière, on va revenir là-dessus, mais l'accès est très limité et année après année, on constate qu'il y a un écart qui continue à se creuser entre les milieux très avancés, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, et nous, les Africains. Et donc, il va se créer un questionnement, un problème qui nécessite alors une résolution stratégique. Comment arriver à changer les choses? C'est de créer des solutions, notamment en ce qui concerne certaines innovations qui sont possibles pour mieux faire avec moins sans faire place à l'insécurité par rapport aux patientes. Le paradoxe africain, c'est que d'un côté, on a des besoins immenses, parce que lorsqu'on est dans des villages comme celui que j'ai montré, vous vous rendez bien compte que le travail est éminemment manuel, hein. Il n'y a pas de télétravail dans ces genres de milieux où quelqu'un peut rester à la maison avec son ordinateur, il travaille à distance. Il faut aller au champ, il faut aller défricher. Et donc, la présence physique est très, très nécessaire dans ces contextes-là. Et donc, ce sont ces patients qui habitent là-bas ou ces populations qui pourraient avoir un peu plus besoin de ces techniques qui peuvent leur permettre de revenir sur pied très rapidement. Mais malheureusement, malgré les avantages, comme on les connaît, moins d'infections post-opératoires, une hospitalisation courte, une récupération rapide, un retour précoce au travail, moins de douleur, une meilleure expérience au niveau du patient, mais aussi des avantages esthétiques, comparé par exemple cette laparotomie qui a laissé carrément une cicatrice disgracieuse à cette cystoscopie avec trois petites incisions. Ces avantages sont connus depuis très très longtemps, mais nous, au niveau africain, de manière générale, surtout dans des milieux très très reculés, on a du mal à suivre. Mais de l'autre côté, pourquoi on a du mal à suivre? Parce qu'il y a certaines barrières qui ont été perçues comme telles, et notamment le coût élevé du matériel et des consommables, la maintenance biomédicale qui est jugée complexe et qui presque n'existe pas au niveau d'expertise, un manque de formation en pratique structurée, donc pas beaucoup de centres localement, une insuffisance d'implication de la part des gouvernants, mais aussi de la part des praticiens que nous sommes, et une indisponibilité, une disponibilité irrégulière des fournisseurs dont le marché localement n'est pas développé. Tout cela constitue des obstacles qui empêchent que l'endoscopie se développe dans nos milieux. Cela fait peur donc de briser cette glace qui nous garde dans une position de léthargie ou d'inaction et année après année, nous n'évoluons pas. Et donc, ça construit une certaine peur qu'il faut déconstruire.
Comment innover dans nos conditions de pauvreté, dans nos conditions des patients parfois qui n'ont pas de sécurité de l'assurance maladie, comment innover dans ce contexte sans dépenser un peu plus? Généralement, lorsqu'on commence la pratique, on voudrait avoir des instruments vraiment avancés pour voilà, aller peut-être vite, aller peut-être plus facilement, ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier que dans la réalité, même en Afrique, pour des endroits où la endoscopie ou la chirurgie minimale invasive est déjà pratiquée, parfois une cystoscopie de base peut sauver déjà de vies. Par exemple, en ce qui nous concerne, une cystoscopie pour grossesse extra-utérine ou encore dans le domaine de la chirurgie, une appendicite un peu compliquée et tout, des instruments tout à fait basiques peuvent vraiment apporter des solutions et ces conditions-là ne sont pas rares dans nos milieux. Comment dans ces milieux où il n'y a pas beaucoup de ressources, on peut arriver à produire des innovations qui soient frugales? Donc, comment mieux faire avec moins de ressources, mais sans jamais compromettre la sécurité? Pour y arriver, et pour beaucoup de choses dans la vie, vous savez, comme André Comte Sponville a dit, philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. En réalité, lorsqu'on veut faire des choses de manière durable, il faut adopter une certaine philosophie, il faut puiser dans une certaine philosophie qui dirige la vie. Et comment adapter sans dégrader? Il y a quatre principes que nous relevons ici principalement. C'est, premièrement, il faut arriver à prendre ce qui est disponible, mais l'adapter toujours dans notre contexte local, dépendant des ressources que nous avons, du climat aussi, de l'énergie, mais aussi des équipes que nous avons. Est-ce que nous avons des biotechniciens capables d'être en salle d'opération tout le temps avec nous? Sinon, on peut adapter. On prend, par exemple, quelqu'un de notre équipe, on le forme pour qu'il soit à même d'aider en salle d'opération. Comment optimiser par rapport à nos locaux que nous avons déjà? Comment organiser des formations d'aidants? Comment créer des partenariats en tenant compte de ce que nous avons et en oubliant ce que nous n'avons pas et peut-être en faisant tout pour que nous l'ayons? Ça, c'est important. Mais aussi la sécurité, il ne faut pas que l'on oublie cela parce que lorsque on pense à adapter, généralement, il y a une connotation négative qui est derrière, ce qui pourrait faire penser qu'on soumet les patients à un risque qui soit beaucoup plus important. Comment arriver à sécuriser malgré certaines adaptations? Et parfois, c'est important de réinventer certaines choses. Notamment, ce que je dis souvent, c'est que la laparoscopie faite sous rachis-anesthésie a été oubliée ou n'a pas été reprise, ce qui a fait que nos formations venant de l'Europe et des États-Unis principalement nous donnent comme euh, fil conducteur ou comme guide de pratiquer de la paroscopie toujours sous anesthésie générale, alors que c'est facile et pour beaucoup de cas, on peut le faire sous rachis-anesthésie. Comment pratiquer de la laparoscopie sans gaz? Donc, gazless laparoscopie. L'Afrique devait récupérer cela, mais regardez, il y a très peu d'équipes ou pas, moi je n'ai pas vu en Afrique, qui pratiquent de la laparoscopie sans gaz. Pourtant, quand vous allez en Inde, en Chine, il y a beaucoup d'équipes qui sont là-dessus et qui font beaucoup d'interventions sans CO2. Les idées ne sont ni vraies ni fausses, elles sont utiles ou pas, et c'est l'expérience qui le dit, et ça, c'est William James qui l'a affirmé, parce qu'en fait, lorsqu'on produit une idée, c'est avec le temps qu'on se rend compte si elle a été utile ou pas. Dans cela, dans tout ce que j'ai présenté, quelles peuvent être les solutions? Premièrement, en ce qui concerne l'équipement et les consommables, comment réduire le coût et préserver la qualité, c'est qu'on peut mieux regarder vers le réutilisable, privilégier le matériel réutilisable quand la stérilisation peut être fiable, hein, parce que là aussi, ça peut être un problème que de réutiliser du matériel lorsqu'on ne peut pas bien le stériliser. Comment aller dans le reconditionné? Aujourd'hui, il y a un grand marché en ligne qui peut être utilisé ou visité pour avoir du matériel reconditionné. Il y a le marché chinois aussi. Lorsqu'on peut avoir de l'expertise suffisante pour dire que le matériel est correct, on peut s'impliquer dans ce marché-là. Ça permet de réduire les coûts, mais aussi, et ce que nous ne faisons pas encore suffisamment les Africains, c'est de mutualiser nos efforts, organiser des achats groupés, par exemple, entre hôpitaux pour faire baisser le coût. On peut grouper les achats entre services, entre hôpitaux et utiliser le même matériel, avoir un programme opératoire qui change d'un milieu à un autre.
Juste une parenthèse en ce qui concerne la réduction de coûts. Vous savez qu'aujourd'hui, avec un simple smartphone, et ça s'appelle la Smartscopie, on peut déjà transformer la pratique endoscopique au quotidien. C'est un dispositif comme celui-là. On a un téléphone connecté à un dispositif qui permet de prendre l'optique. Et là, vous avez la source de lumière qui est portable. Là, c'est un hystéroscope qui est monté avec source de lumière et tout le circuit avec une pince qui est déjà placée. Et on peut, voilà, utiliser cet appareil pour prendre. Et l'avantage, c'est que on peut prendre des images en 4K directement parce que cet appareil, ou presque tous les appareils actuellement, ont la technologie 4K. Là, c'est par exemple en HD. On peut en même temps enregistrer, donc on peut regarder, c'est un écran, ça permet d'enregistrer et vous avez juste une petite source de lumière. Avec ça, on peut déjà faire son hystéroscopie. Ce qui reste, c'est seulement de connecter le liquide pour créer un espace de travail. On peut en même temps utiliser, pas en même temps, mais on peut aussi utiliser le même dispositif pour une laparoscopie. Et l'avantage ici avec les téléphones d'aujourd'hui, ça peut partager l'écran avec votre ordinateur qui peut être placé un peu à distance pour créer un écran un peu plus grand. Ça, ce sont des choses qui peuvent coûter vraiment moins cher, mais regardez, le facteur limitant ici qui reste, c'est seulement les gaz. Parce que sans CO2, en milieu rural, c'est difficile. Mais si on arrive à surmonter l'obstacle du gaz ou de création de l'espace de travail, on peut travailler même dans les milieux très reculés. La deuxième solution, c'est l'énergie en endoscopie. Et aujourd'hui, l'énergie photovoltaïque a été tellement développée que je me rends compte que nous, en Afrique, on a du mal à suivre parce que nous avons beaucoup de soleil, mais on utilise très peu cette énergie. On peut créer des blocs opératoires totalement autonomes et qui dépendent de cette énergie photovoltaïque. Et cela a été rendu d'autant plus possible qu'actuellement sur le marché, il y a des équipements qui ont une très basse consommation comparé à il y a 20 ans, il y a 30 ans, où lorsque vous allumiez votre source de lumière, vous aviez une chute de la tension, mais aujourd'hui, on a des sources de lumière LED qui nous permettent de travailler avec une très faible énergie, parfois même avec un power bank. La troisième solution, c'est de la formation et de la simulation. Et ici, je fais un clin d'œil à l'équipe de Brazzaville, au là, qui ont créé un pelvic trainer vraiment local avec du bois. Regardez, donc on peut mettre une tablette là-bas et faire des entraînements et c'est très important. Donc il faut encourager cela et on peut collaborer en sud-sud pour créer des solutions qui soient applicables à nous et qui vont coûter un peu moins. Il faut qu'on développe le télémentorat aussi. On n'en fait pas souvent ici en Afrique, mais aussi créer des centres régionaux, des formations pour booster davantage la pratique de l'endoscopie. Il faut un écosystème, donc créer des systèmes vraiment pérennes parce que la pratique de l'endoscopie, c'est vraiment changer un comportement, mettre en place des équipes vraiment dédiées qui vont s'occuper du développement de l'endoscopie localement comme dans un pays et c'est toutes ces personnes qui doivent faire partie de cette équipe. Vous regardez bien, ça ne s'arrête pas seulement aux praticiens, mais on va jusque à mettre en place ou à entraîner dans cette démarche les équipes qui dirigent nos hôpitaux parce que ces équipes doivent comprendre pour nous accompagner comme il le faut. L'objectif de la vie n'est pas la connaissance, mais l'action. C'est ce que Thomas Huxley a dit. Parce qu'en fait, lorsque nous avons compris tout cela, il faut que nous agissions. Qu'est-ce que nous pouvons faire déjà dès demain si on est intéressé et qu'on a un peu de matériel? C'est d'identifier une procédure simple et l'introduire pour l'optimiser dans notre service, par exemple. Commencer petit à petit, se documenter, constituer une équipe très forte, motivée, avec toutes ces personnes-là. Et n'oublions pas de pratiquer avec le pelvic trainer. Nous allons continuer cette discussion dans une dynamique qui va vraiment se galvaniser lors du prochain congrès. Ça sera du 15 au 18, comme l'a annoncé le modérateur. Ça, c'était juste un avant-goût. Et ce qui attend les participants au congrès, c'est des ateliers pratiques, un réseautage, parce qu'il y aura des experts sur le plan national et international. Des innovations frugales vont être discutées et des commissions ou des équipes vont se mettre en place pour arriver à réfléchir sur certaines innovations que l'on peut commencer ou galvaniser ou poursuivre dans nos... Il y en a qui existent déjà, que l'on peut emprunter et on peut développer un système de mentorat. Alors, pour terminer, je vous invite à vous inscrire à ces congrès dès aujourd'hui. Vous avez
le lien qui est là, endofodab26.org. Ce lien vous amène au site qui va vous permettre de faire l'enregistrement et toutes les coordonnées sont là. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je crois que j'ai fini mon temps. Merci beaucoup, professeur Nzao, pour cette présentation très, très intéressante. L'endoscopie, importance dans les milieux, dans le nôtre, et puis comment trouver des solutions pour pallier aux carences. C'est là le gros du message. Et sur ce, nous passons la parole au docteur Mafuta pour sa communication. Nous disons les questions, vous les mettez dans le box questions-réponses et on aura à y répondre. Vous avez la parole, monsieur Mafuta. Merci beaucoup, professeur, cher maître, pour la parole. C'est toujours difficile de prendre la parole après le professeur Nzao, mon maître, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui est l'aide des grands pionniers, après vous, bien sûr, pour essayer de pérenniser cette pratique d'endoscopie ou la mini-invasive de manière générale. J'ai temps de texte bug un peu, une minute. Donc, je disais que c'est un grand plaisir pour moi de m'asseoir sur la même table avec mes maîtres. Depuis qu'on a été étudiant, on a vu les différents efforts qui ont été fournis par vous-même, le président, mais aussi par les différentes équipes qui vous ont succédé, et nous particulièrement en chirurgie avec les docteurs Sadi pour la Célio et le professeur Moningo, qui est mon maître direct pour l'endoscopie urologique. Alors aujourd'hui, il est question d'aborder dans le même sens que le professeur Nzao, mon maître, pour voir comment s'adapter à nos moyens limités, avoir un seul matériel qui peut faire plusieurs choses en même temps, notamment la cystoscopie. Et au lieu d'utiliser le matériel classique qui est les cystoscopes, on peut, devant de moyens limités, avoir un seul matériel qui peut faire tout ce travail-là, notamment l'urétéroscope, qui au départ est destiné à explorer les hauts appareils urinaires, tout en transitant par le bas appareil, peut donc être utilisé pour faire la cystoscopie, voire même l'urétroscopie. Et surtout chez les enfants dans nos milieux, nous ne disposons pas toujours des matériels nécessaires pour essayer de faire ces explorations-là. Et tenant compte aussi de l'étroitesse de l'air urètre, de la fragilité de la muqueuse urétrale, il est donc important de recourir à un matériel qui est fin, comme l'urétéroscope, et qui peut faire l'urétroscopie, la cystoscopie et voir l'urétéroscopie. Mais pour les enfants, parce que c'est d'eux qu'il s'agit aujourd'hui, on ne saura pas aller au niveau du haut appareil, mais le même matériel qui est destiné pour les hauts appareils peut servir pour les bas appareils urinaires de l'enfant, notamment l'urètre et la vessie. Donc là, nous voulons partager l'expérience de la clinique de Pointe-à-Pitre, qui est une clinique urologique où nous pratiquons l'endoscopie dans tout son ensemble, donc l'endoscopie basse et l'endoscopie haute. Et nous adaptons, surtout pour de tout petits, à utiliser l'urétéroscope à la place du cystoscope pédiatrique dont nous ne disposons pas ou qu'on a du mal à trouver. Alors, donc, il y a des soucis liés à l'approvisionnement des matériels et nous adaptons à trouver un matériel qui peut résoudre plusieurs problèmes au même moment. Et là, nous avons opté pour
utiliser l'irrétéroscope Charrière 6 à la place du cystoscope pédiatrique. Et le même irrétéroscope, on peut l'utiliser aussi pour les adultes afin d'avoir des solutions pour l'exploration de l'urètre, mais aussi de la vessie. Donc, l'irétrocystoscopie, qui est une exploration endoscopie de l'urètre, elle est plus utilisée pour tout trouble du bas appareil urinaire qui peut être d'origine obstructive ou cancéreuse. Et pour les enfants, particulièrement, c'est plus pour des obstructions liées aux valves de l'urètre postérieure ou de sclérose du col. Et nous avions dit que la grande particularité, c'est le calibre de l'urètre qui est réduit et aussi la muqueuse qui est fragile, d'où il faut une finesse de matériel qui soit à mesure d'être achromatique et s'adapter à cette anatomie infantile. Et les indications, c'est beaucoup plus pour l'hématurie, les infections urinaires à répétition, des obstructions, euh, des suspicions des uropathies obstructives, de malformations urologiques, des valves de l'urètre postérieure ou de la sclérose du col. Et pour cela, théoriquement, on a besoin du cystoscope dont le calibre peut aller des 7 jusqu'à 14 pour les enfants assez grands. Mais nous avons du mal à voir toute cette gamme-là parce que ça peut aller des 7, voire même 6, jusqu'à 25 pour les adultes. Mais avec l'irétéroscope Charrière 6, vous comprenez que c'est déjà en dessous de 7 qui est le standard pour les enfants ou le 9,5 qui est la moyenne générale. Et là, ça peut nous permettre d'explorer tranquillement les urètres des enfants et cela à n'importe quel âge. Donc, l'irétéroscope, comme nous l'avions dit, Charrière 6 et 7 se prête mieux à l'adaptation pour cela. Et les optiques, on peut utiliser l'optique 0 degré, 12 degrés ou 30 degrés avec des gains de travail et les canaux opérateurs plus la source de lumière. Donc, chez les enfants, il faut l'anesthésie de manière systématique. Or, chez les adultes, nous les faisons sans anesthésie généralement ou sous anesthésie locale. Le calibre, il est réduit et les risques de sténose iatrogène lorsqu'on crée des lésions est très importante. La muqueuse est très vascularisée. Il faudra donc une bonne lubrification. Donc, il y a plus de fibrose et de rigidité congénitale du col qui peuvent entraîner l'obstruction sous-vésicale et cela peut être lié à une absence de tissu musculaire lisse qui soit fonctionnel. Les enfants se présentent souvent avec des jets urinaires qui sont faibles, des dysuries, des rétentions, des infections urinaires à répétition, voire même l'atteinte du haut appareil urinaire. Et souvent diagnostiqué après une échographie où on évalue les résidus post-mictionnels, les rétrocystographies rétrogrades et la confirmation généralement vient de la cystoscopie, d'où l'intérêt d'avoir un matériel adapté qui peut permettre de voir et de confirmer la maladie. Donc, la prise en charge de toutes ces pathologies, généralement, c'est des incisions transurétrales du collet ou des résections endoscopiques du col, et qui sont des techniques reproductibles et moins traumatiques. On peut réaliser des dilatations urétrales, mais c'est obsolète parce que c'est à l'aveugle et ça crée beaucoup de problèmes. Et actuellement, c'est plus les lasers, ce que nous utilisons actuellement à la clinique de Pointe-à-Pitre, où nous vaporisons des valves de l'urètre postérieur, voire même les cols de la vessie lors des patients qui se présentent avec des maladies des marions. Et nous le faisons aussi chez les adultes. Et l'avantage, c'est qu'on peut le faire, comme j'ai dit au début, avec le même instrument, notamment l'irétéroscope Charrière 6 ou Charrière 7. La chirurgie ouverte pour ces pathologies n'est presque plus indiquée, sauf dans des cas exceptionnels de multiples récidives.
Alors, les différents types, je ne veux pas les rappeler, c'est repris sur l'écran, les différents types de valves de diurétique postérieure, avec les possibilités diagnostiques, mais aussi les différents euh, procédés thérapeutiques dont on peut recourir, notamment la fulguration, les lasers au lait pour notre cas d'espèce, les incisions à foie avec des lames adaptées, mais aussi on peut réaliser certains drainages suspubiens avec des contrôles par la suite. Alors ici, là, les images ne sont pas de très bonne qualité, mais nous pouvons vous montrer sur la première image à gauche où nous avons une sclérose du col chez un enfant de 12 ans. Nous avons pu utiliser l'irrétéroscope 6 charrière avec les lasers holmium dont la lumière verte est bien reprise avec les lasers de la fibre de 200 micromètres et nous avons pu tailler sur les cols avec un bon suivi, un bon recul plutôt sur le suivi de l'enfant qui a repris des mictions normales avec des résidus post-mictionnels très faibles ou quasi inexistants. Et là, on peut bien voir à droite l'image endoscopique du col de la vessie qui est sclérosé et à côté, il y a le ferromontanum qui nous sert de repère, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes. Donc, nous avions dit que l'absence de matériel adapté ou d'avoir toutes les gammes qu'on peut utiliser pour les enfants de tous les âges, voire même pour des adultes, et les matériels des adultes n'étant pas souvent adaptés pour les enfants, nous avons des problèmes d'approvisionnement ou de moyens limités à la place d'avoir toute la gamme avec un coût élevé, comme l'a dit le professeur Nzaou, avec une maintenance difficile. On peut recourir à l'hétéroscope qui peut faire toutes ces explorations-là, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes. Donc, l'irrétéroscope charrière 6 associé à la fibre laser a une compatibilité avec les calibres de l'irette pédiatrique qui varient autour de D à 2,3 mm, mais avec la liquéfaction, donc les charrières 6 ou 7, ça passe sans problème. L'irrétéroscope a l'avantage d'avoir un canal opératoire bien que petit, mais il peut faire passer la fibre laser, mais aussi les pinces à corps étrangers ou des ciseaux endoscopiques hautes qui peuvent permettre d'abraser de valves de direct postérieure. La visualisation est optimale et on a la possibilité d'avoir une action thérapeutique en un seul temps. Les résultats sont favorables pour les valves de direct postérieure, mais aussi pour les cols de la vessie. Donc, il s'agit d'une alternative pragmatique à l'absence de matériel pédiatrique spécifique dans nos milieux. Alors, ici, c'est une vidéo euh, qui montre, c'est vrai qu'elle semble être un peu renversée, mais qui montre l'usage de l'irrétéroscope pour explorer les cols de la vessie, mais aussi les rétros postérieurs. Merci, merci. Je crois J'ai que j'ai compris. tout dit et là, il y a l'adaptation, je l'avais déjà tout dit, en Afrique, on peut s'adapter même sur d'autres cieux, on peut utiliser l'irrétéroscope charrière 6 pour réaliser l'endoscopie basse exploratrice, voire même réparatrice. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Mafuta, pour cette présentation très intéressante. Toujours le problème de matériel, le coût qui nous pousse à adapter, toujours adapter, mais tout en préservant la sécurité, comme l'a dit le professeur Nzar. Et maintenant, là, nous passons à la dernière présentation. La dernière présentation, c'est celle du docteur Priscilla. Docteur Priscilla, vous avez la parole. Merci, merci, cher maître. Je vais donc partager mon écran.
Est-ce que vous le voyez? Pas encore. Là, oui. OK. Est-ce que là, vous arrivez à voir mon écran? On voit l'écran. Oui. Et maintenant, là, D'accord. nous l'avons. Nous l'avons. Bonsoir, cher maître, bonsoir, chers collègues. C'est un honneur et un privilège de pouvoir prendre la parole ce soir, de participer donc à ce webinaire qui est en préparation donc du congrès à venir. Les prédécesseurs, notre maître, le professeur Nzaou, a abordé une thématique très importante et très intéressante. Nous avons retenu quelques éléments sur lesquels nous ne reviendrons pas car nous les avons quelque peu mentionnés. Nous parlerons de la particularité de la laparoscopie chez l'enfant. Alors, voilà, la particularité de la laparoscopie pédiatrique et nous ferons un point d'honneur sur ce qu'est notre expérience au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Alors, la laparoscopie, c'est une voie d'abord qui devient un gold standard dans ce qu'est la pratique de la chirurgie, qu'il s'agisse de l'adulte ou de l'enfant. Et elle n'est plus si jeune que ça parce qu'elle est déjà pérennisée depuis plusieurs années. La notion de sécurité est très importante et cela a été mentionné. On ne peut pas adapter lorsque on n'a pas la bonne connaissance de la technique parce que ce sont quand même des techniques qui sont bien codifiées. Il faut prendre des précautions. Et les résultats et les avantages de cette technique sont bien décrits, une meilleure esthétique, un meilleur confort et pour le chirurgien et pour le patient encore que pour l'équipe anesthésiste. Lorsque l'on parle de la laparoscopie en chirurgie pédiatrique, il faut prendre en compte ce que sont les spécificités de l'enfant. Et nous, en chirurgie pédiatrique, nous aimons dire que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Donc, il y a des caractéristiques, donc des contraintes avec l'utilisation de cette technique où il faut faire très, très attention quand il s'agit de l'enfant. La création de cet espace virtuel de travail implique que l'on éjecte un gaz et en fonction de l'âge de l'enfant, il est important de tenir compte de quelques inconvénients qui sont importants à connaître. Et nous voulons donc, on va dire, au travers de ces diapositives, nous interroger sur quelques éléments. La laparoscopie est certes une technique qui est très vulgarisée et nous encourageons chacune des équipes à se lancer. Mais lorsqu'on n'a pas une bonne connaissance de la technique, lorsqu'on ne sait pas comment installer le patient, parce que cela commence par déjà l'instrumentation, l'installation du patient, lorsqu'on n'a pas bénéficié d'une formation de qualité, lorsqu'on ne fait pas de training, donc simulation qui a été mentionnée tantôt par le professeur Nzaou, il ne serait pas recommandé voilà, de se lancer tout de suite parce qu'on ne fait jamais la première fois sur le patient. Et donc, le but de notre communication, c'est vraiment de décrire ces quelques particularités et de citer quelques exemples de ce que sont nos adaptations dans le cadre donc, de travail au CHU de Brazzaville, parce que nous sommes dans un contexte avec très peu de moyens, comme un peu ce qui a été énoncé. On rappelle donc, nous tenons à dire que l'enfant étant en croissance, il y a un élément important anatomique, c'est surtout l'élasticité abdominale qui est beaucoup plus accrue. Le fait que, par exemple, chez la vessie chez l'adulte soit sous-péritonéale, chez l'enfant, surtout de moins de 1 an, elle est quand même un peu plus intrapéritonéale. Ce qui fait qu'on doit faire attention lorsqu'on voudra introduire des trocars, par exemple, lorsqu'on se retrouve en suspubien, de faire attention chez ces enfants parce que la vessie peut être un obstacle. Un autre élément, c'est que pour pouvoir réaliser une anesthésie générale et commencer une procédure laparoscopique, donc en créant ce pneumopéritoine, il y a des cas vraiment, on va dire, où le CO2 induit très exactement une hypercapnie et on peut avoir les anesthésistes qui se mettent en difficulté, qui commencent à dire au chirurgien, mais fais vite, essaie de convertir, tu ne t'en sors pas. Mais c'est plutôt cette notion de physiologie, voilà, qui est plutôt à prendre en compte. Donc, ce pneumopéritoine également induit qu'il faut éviter parfois certaines positions ou du moins se les réduire à un moment parce qu'en laparoscopie, on est parfois amené à énormément bouger la table opératoire et la position de train de limbeau prolongé chez l'enfant n'est pas recommandée. Alors, nous parlions donc d'installation du patient, du matériel, et nous voulons vraiment ici mentionner que ce sont des prérequis qui sont primordiaux et c'est non négociable. Si on ne connaît pas le matériel, si on n'a jamais fait de laparoscopie, on ne peut pas faire simplement comme dans le cadre de la chirurgie du compagnonnage. J'ai vu faire, je regarde et je reproduis. Si on n'a pas testé, si on n'a pas simulé, si on n'a pas, voilà, on ne s'est pas entraîné, on ne peut pas se lancer là-dessus. Alors, nous voulons vous décrire donc ce matériel que certains, beaucoup connaissent ici, d'accord, illustré dans ce qu'est notre pratique. Nous allons simplement vous mettre un petit pointeur laser. Excusez-moi. Voilà, j'y suis. Nous avons donc différents types de trocas.
C'est l'instrumentation que nous avons au niveau du CHU de Brazzaville, mais il existe pour l'enfant des trocars un tout petit peu petits. Ce qui fait que, par exemple, ces trocars de 10, nous ne pouvons pas les utiliser chez les enfants de moins de 1 an, ce qui limite parfois nos indications pour des enfants un peu plus grands. Alors, ici, c'est l'instrumentation que nous utilisons dans le cadre du training. C'est encore un petit clin d'œil à ce qui va être à la suite du propos et on vous encourage encore à vraiment déjà vous inscrire pour le congrès parce qu'il s'annonce fort intéressant. Donc ici un porte-aiguille et d'autres instrumentations. Alors un point d'honneur ici, ce qu'on retrouve un peu plus chez les enfants, ce sont des trocars qui sont un peu plus courts. Aujourd'hui, on peut utiliser des trocars en plastique que l'on jette, mais dans notre pratique, peut-être des trocars métalliques qu'on peut nettoyer, réutiliser, restériliser. Il y a cette particularité également qui est intéressante chez l'enfant, ça s'appelle un rotalogue, parce que lorsqu'on introduit ce type de trocars, voilà, on a moins de difficultés d'extériorisation parce que il garantit une double sécurité. Alors, pour avancer rapidement, voici les trocars métalliques. Et une petite particularité, il y a beaucoup d'adultes voilà, qui utilisent l'aiguille de Vérèze pour créer ce pneumopéritoine. Jusqu'en 2022 encore, si je ne m'abuse, cette aiguille de Vérèze n'avait pas l'AMM chez l'enfant. Et donc, il faut être un oscilloscopiste, voilà, entraîné pour pouvoir se dire, je peux utiliser l'aiguille de Vérèze, mais chez l'enfant, il faut vraiment faire très attention, ce d'autant plus avec ces rappels que nous en fait. La paroi est très élastique et souple et on peut facilement traverser les gros vaisseaux. Alors, voici quelques éléments techniques que parfois nous n'avons pas, mais on arrive à adapter là encore parce qu'on connaît la technique, on a une certaine maîtrise pour les indications que nous posons. C'est bien lorsqu'on peut les avoir, mais c'est pas toujours disponible sur le marché et ça ajoute un surcoût dans notre cadre où il n'y a pas de sécurité sociale et que le patient paye tout de sa poche. Donc, il est parfois difficile de prescrire cette instrumentation en laparoscopie. De même, nous n'avons pas toujours des endobags, nous n'avons pas toujours des endoloops, mais les clips, quand même, on a réussi à les avoir. Donc, on va plutôt pour le modèle low cost, donc qui coûte pas très cher, mais qui garantit surtout la sécurité du patient. Nous n'allons pas faire de l'adaptation pour de l'adaptation. Alors, cet élément très technique a été abordé par mon prédécesseur, donc un résectoscope, je ne vais pas revenir là-dessus, et il va en calibre différent selon l'âge de l'enfant. Ce ne sera pas le même résectoscope, voilà, chez un enfant de moins de 1 an ou un enfant un peu plus grand. Alors, quelque chose qui est, on va dire, un peu à la mode, c'est l'utilisation donc d'un monotrocar qu'on appelle single port, qu'on peut utiliser en faisant une seule incision et en utilisant un anneau retracteur de type Alexis. On peut mettre tous les trocars au travers d'une seule incision. Donc, cet abord muni invasif est d'autant plus intéressant lorsqu'on a la technicité, voilà, de pouvoir utiliser ce type d'instrumentation. Mais là encore, il faut les avoir, il faut être capable de les acheter. Donc, voici ici décrit les différents éléments que nous utilisons pour la laparoscopie. Nous parlions donc de sécurité du patient, de savoir l'installer. Nous avons voulu vous illustrer ici, voilà, on a une colonne de cellule, on voit l'équipe d'anesthésie qui est en train de s'affairer. On va installer le patient, les chirurgiens sont dans la salle. C'est vraiment un travail d'équipe pour pouvoir ensuite bien avancer. La particularité chez l'enfant, c'est qu'on évite vraiment tout ce qui est hypothermie, donc on utilise des matelas chauffants. Quand nous ne les avons pas, parce que ça arrive que nous ne les ayons pas, on use des bouillottes. Mais l'élément important, c'est de fixer l'enfant à la table pour ne pas qu'il tombe ou qu'il glisse. On utilise des bandes de ce genre. Et l'autre élément important, c'est qu'au niveau des points de pression, d'utiliser des mousses ou encore des petits matelas souples pour que l'enfant ne se retrouve pas avec des escarres ou la peau qui est complètement marquée en fin de procédure. Alors, nous vous illustrons ici, voilà, c'est une image du bloc opératoire du CHU. On a différents câbles quand même qu'on utilise dans cette laparoscopie. Alors, si on commence à avoir des ficelles qui traînent un peu partout, c'est le patient qui est en insécurité, mais aussi le chirurgien et les anesthésistes qui autour, parfois, sont en train de tourner dans la salle. Donc, il faut vraiment éviter tout ce qui est collision. Il faut bien avoir son matériel en évidence, bien l'ordonner, j'ai envie de dire, sur la table et s'assurer vraiment qu'il n'y ait pas d'éléments qui sont en train de traîner ça et là. Ce qu'il faut éviter, surtout chez l'enfant, c'est la fuite de gaz parce que ça induit une hypothermie. Hypothermie, retard de réveil, donc c'est l'anesthésiste qui ne va pas être dans des bonnes conditions de travail. Fuite de gaz est également associée à une réduction de l'espace de travail parce que ce pneumopéritoine est très important. Il faut éviter vraiment toute défectuosité et vraiment une hantise. C'est lorsque le matériel n'est pas de bonne qualité, il y a des cas de brûlure avec la lumière froide, ce qu'il faut vraiment éviter. Et quelque chose qui n'est pas pour discriminer les 2S,
les médecins résidents qui sont en formation, c'est que quand on ne connaît pas cette technique, lorsqu'on n'a jamais vu faire, autant ne pas prendre un aide opératoire qui n'a jamais vu une cystoscopie parce que c'est un matériel onéreux, fragile. Et une fois qu'on le gaspille ou qu'on l'abîme, c'est très difficile. Ce qui est vraiment un petit clin d'œil, c'est vraiment de montrer le coût, voilà, de cette différente instrumentation. Et si vous avez votre hôpital qui a une colonne de stylo, 2 ou 3, voilà, gérez cela comme des bijoux, surtout si vous faites de la laparoscopie chez les enfants, parce qu'une fois que ce matériel est abîmé, c'est parfois difficile de le renouveler dans notre cadre. Quelques précautions. Nous usons donc d'une sonde nasogastrique lorsque nous travaillons au niveau de l'étage sus-mésocolique chez l'enfant, une sonde nasogastrique pour bien décomprimer les intestins, une sonde vésicale également pour décomprimer la vessie. On fait un marquage des zones d'incision, mais on insiste qu'une fois que le pneumopéritoine est créé pour éviter, voilà, avec cette élasticité de la peau qui est importante, une cicatrice qu'on pensait mettre au niveau épigastrique peut facilement migrer chez l'enfant. L'open solio est la règle, mais là encore, je ne dirais pas que c'est un interdit formel d'utiliser l'aiguille de Vérèse, mais seulement il faut avoir une bonne habilité technique pour se permettre ce genre de technique. Alors, toujours sur la même lancée des particularités, on utilise des trocars plus petits chez l'enfant, des trocars de 3 mm, de 5 mm pour l'optique. On respecte en règle générale, comme chez l'adulte, la triangulation et l'alignement opérateur-patient-écran. Le point d'honneur également, c'est dans ce que sont les pressions d'insufflation chez l'enfant, on utilise vraiment de petits volumes. On ne peut pas aller au-delà de 12 mm de mercure chez les enfants beaucoup plus âgés et les volumes globaux ne dépassent pas 2 litres. Donc, il faut vraiment faire attention là-dessus. Les indications sont variées parce que nous l'avons dit d'entrée de jeu, la laparoscopie, c'est vraiment la voie classique. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut apprendre à faire. On peut l'utiliser donc pour toutes les techniques, mais cela, on va dire, ne ferme pas la porte à la laparotomie qui garde encore ces belles indications. Alors, dans le cadre de notre expérience au CHU de Brazzaville, nous faisons principalement la laparoscopie dans notre cadre de travail pour les indications telles que les cholécystectomies, les appendicectomies, les explorations de testicules non descendus et surtout nous mettons un point d'honneur sur la simulation. Parce que notre instrumentation ne permet pas de faire plus, parce que nous n'avons qu'une seule colonne de Celio et par rapport au descriptif que j'ai énoncé tantôt, il y a certaines indications encore que nous ne pouvons pas faire. Nous ne faisons pas de résection de valve, par exemple, parce que notre réséctoscope a eu quelques difficultés, mais nous attendons, voilà, d'acquérir un nouveau matériel. Donc, voici illustré donc une appendicectomie laparoscopique. Il y a ici, bon, voilà, donc on parlait d'alignement opérateur, le patient et puis l'écran, comme ça on a la bonne ergonomie. Les câbles, voilà, sont bien respectés, on n'a pas des éléments qui traînent ça et là. Et donc, pour aller un peu rapidement, nous utilisons donc un pouce-nœud parce qu'on n'a pas d'endoloupe. Donc, c'est un modèle d'adaptation parce que voilà, l'équipe connaît déjà la technique, on a su voilà comment le faire, on a appris comme ça. Maintenant, on est capable d'adapter en utilisant un pouce-nœud et en complète en faisant un contre-nœud, voilà, complètement à la main avec soit un dissecteur et puis une pince fénétrée, ce qui marche plutôt bien dans notre cadre actuel. Alors, ce qui va être peut-être la fin de notre propos, c'est de faire vraiment un gros clin d'œil sur ce qu'est l'élément de formation. Au sein de notre équipe, nous sommes différents chirurgiens pédiatriques et nous avons mis vraiment un point d'honneur sur la formation. Les pelvitraineurs coûtent excessivement cher, donc nous avons adapté ce que nous avons appelé notre prototype BZV Shirpet 001, voilà, mais qui est un modèle de pelvitraineur qui coûte vraiment moins cher. En France CFA, donc on fait toute cette maquette est faite en bois, ça coûte 45 000 francs CFA, en dollars, ça fait à peu près 80 $. C'est donné plutôt que d'avoir quelque chose d'un peu plus technique qui coûterait plus cher. Alors, on a testé, retesté. Voilà le deuxième modèle qu'on a réussi à faire. À côté, voilà, de ces éléments sophistiqués qu'on peut avoir, mais si on veut reproduire la méthode et à grande échelle pour pouvoir également transmettre, c'est bien d'avoir plusieurs tables de formation. Donc ici, ce sont les modèles de transfert de plots que nous utilisons pour les éléments de simulation en formation. Alors, pour clôturer ou pour conclure notre propos, un petit keynote message, c'est vraiment de se dire que difficulté il y a, on n'a pas toute l'habileté technique, on n'a pas toute la technicité, la technologie autant pour moi, mais il faudrait que l'équipe, voilà, chacune des équipes fasse ses classes, c'est-à-dire de se mettre ensemble, de mutualiser. Et j'ai bien aimé cela, je l'ai noté parce que le professeur Nzaou a cité sécurité
trois ou quatre fois dans son propos, structurer ses revenus plusieurs fois, mais il faut aussi mutualiser. C'est que quand il y a des difficultés, et encore la proximité peut-être de nos deux capitales, c'est encore un beau clin d'œil de se dire, c'est l'occasion de se dire, vous avez des difficultés d'acquisition de matériel, nous les avons également. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que nos faiblesses deviennent des forces? Et c'est vraiment d'avoir le courage d'essayer encore. Au tout début de nos procédures laparoscopiques, c'était vraiment, on va dire, peut-être le bras de fer avec les anesthésistes, mais au fur et à mesure qu'on a reproduit encore et encore, il y a une forme de confiance qui s'est installée, on a élargi les indications et ce qui nous permet de faire un peu plus, parce que et nous et eux, chacun a essayé de faire sa classe, de s'améliorer un peu dans ce que sont les particularités de cette laparoscopie chez l'enfant. Donc, gold standard, il faut apprendre, il faut savoir le faire, il faut absolument pas se décourager et surtout penser aux malades avec le meilleur résultat esthétique parce qu'aujourd'hui, l'esthétique reste quand même au centre de tout. Et dernier appel, merci à tous de participer et certainement rendez-vous pour le congrès les 15, 16, 17 et 18 juillet prochains. Nous vous remercions. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, docteur Priscilla. Je préfère Priscilla parce que c'est plus facile pour moi. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très, très intéressante. Tu nous as rappelé qui est l'enfant, le client de la pédiatrie. Ce n'est pas un adulte en miniature, mais c'est plutôt une personne particulière. Tu nous as révélé, tu nous as rappelé les particularités, que ce soit anatomiques, physiologiques, et tu nous as parlé du matériel et surtout ce qui s'est fait à Brazzaville en matière de simulation. Là, nous voulons bien savoir si ce matériel-là peut se vendre et comment l'acquérir. Ça, c'est une question que je pourrais poser directement. Bon, là, nous avons terminé avec les présentations. Je vois la main levée du professeur Benifla. Bon, je ne sais pas comment. Oui, est-ce que, professeur Benifla, vous pouvez faire votre. Vous avez une Oui, question, une petite non, une ajoute? petite remarque. Est-ce que vous Oui, m'entendez? oui, je vous entends très Euh, bien. oui, j'avais juste une. Je voulais féliciter la chirurgienne pédiatre qui vient de parler. Je trouve ça très intéressant qu'elle ait construit un petit pelvis trainer et c'est assez intéressant de voir que finalement le plus important c'est la mise à disposition de ces pelvis trainers pour l'ensemble de la région et favoriser les nœuds, faire les nœuds avec les pousse-nœuds, etc. Ça, c'est assez ingénieux et donc je la félicite. Après la discussion dans l'endoscopie, le plus important, c'est la création du pnéumopéritoine. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut aussi travailler, y compris chez l'enfant. Et je pense que l'aiguille de Verès, il ne faut pas en avoir peur, mais c'est très important de former l'ensemble des chirurgiens à l'aiguille de Verès en toute sécurité. C'est tout ce que j'avais Merci. à dire. Merci beaucoup, M. Benifla. Maintenant que les trois orateurs ont présenté leur communication, nous passons maintenant à l'étape des discussions. Les discussions, nous avons les deux panélistes, le professeur Moukana et le docteur Tsadi. Professeur Moukana, sur les trois présentations, est-ce que vous avez un mot à dire? Vous avez quelques 5 minutes si vous avez quelque chose de spécial à dire et le docteur Tsadi également. Oui, docteur Moukana, vous avez la parole. Des questions aux panélistes, des apports pendant 5 minutes. Remercier Et le cette prof Nzao année-ci, pour nous l'invitation. allons faire des échanges, oui. Bon, et vous remercier également pour la modération, cher maître. Moi, je voudrais d'abord, après les remerciements, féliciter le prof Nzao parce que au-delà de ce webinaire qui parle de tout ce qui est défi, innovation, contextualisation, adaptation, partenariat pour assurer la sécurité des malades. Je disais au-delà de tout ça, à travers sa fondation,
il est vraiment en train d'œuvrer pour l'implémentation ou l'implémentation de l'endoscopie en RDC. Et moi, je pense que c'est à ce titre-là que, qu'il va y arriver. Je dis il va y arriver, mais au fait, seul, il ne va pas y arriver. J'allais dire que nous allons y arriver. Alors, nous allons y arriver parce que nous avons le devoir, si vous voulez, de l'accompagner. Quand je dis nous, c'est la société, la SCOGO, pardon, la SCOGO. Et donc, je pense que ce genre d'initiative doivent être portées, accompagnées par la SCOGO. Quand je dis SCOGO, c'est la Société congolaise de gynécologie et d'obstétrique que je dirige. Et au sein de la SCOGO, il existe théoriquement des groupes thématiques, d'ailleurs, que nous allons mettre à jour dans les jours à venir. Et au sein de ces groupes, il y en a environ 8. Au fait, j'étais en train je suis revenu un peu sur les nouvelles thématiques les nouvelles appellations de ces groupes thématiques. Je me suis rendu compte qu'en fait, l'endoscopie est transversale et va concerner une, deux, trois. L'endoscopie va concerner, euh, en tout cas, plus de 10 domaines en allant des pathologies utérines bénignes, en passant par les pathologies annexielles, les urgences gynécologiques, l'endométriose, l'oncologie, les algies pelviennes, l'urogynécologique, la planification familiale. Et donc, l'endoscopie est vraiment transversale dans le domaine de la gynécologie obstétrique. Et donc, à ce titre, nous ne devons que l'accompagner. C'est pour ça que, tout en demandant à tout le monde de s'inscrire à ce congrès, mais j'aimerais vraiment que ce congrès soit, c'est surtout au cours de ces 2 jours de pré-congrès, que la pratique soit vraiment au rendez-vous de l'innovation et le tout dans un contexte d'adaptation à nos ressources limitées. J'aimerais aussi faire un petit clin d'œil pour utiliser le mot de la consoeur de Brazzaville à l'Institut de formation. Je crois qu'on n'en a pas suffisamment parlé. Les 3 orateurs n'ont pas suffisamment parlé de cet institut de formation en endoscopie que dirige le prof Nzao, qui a formé plusieurs personnes, y compris moi. Moi, j'ai été formé là-bas il y a 3 ans, juste après le Covid. Et aujourd'hui, je suis confortablement, enfin, je suis pas encore un expert, mais je suis confortable en termes de chirurgie laparoscopique et hystéroscopique, en termes de diagnostic, mais aussi en termes d'opératoire. Parce que, bon, maintenant, je suis plus ou moins confortable, par exemple, pour faire des hystérectomies. Et je pense que c'est quelque chose de très encourageant parce que cette formation dans cet institut suit les normes, je vais dire, pédagogiques en passant de la théorie, et puis on passe sous des modèles de pelvic trainer, puis on passe sur les modèles animaux avant de passer sur le modèle humain et le tout au cours d'une seule session de formation. Je crois que ça, c'est un avantage et un élément sur lequel je voudrais euh, insister. Donc, pour finir, parce que je n'ai eu que 5 minutes, je remercie tous les autres intervenants, je les félicite parce qu'ils ont donné les particularités de cette pratique de l'endoscopie en urologie et en chirurgie pédiatrique. Et je voudrais vraiment confirmer ici le soutien et l'accompagnement de la SCOGO, mais aussi j'encourage tout le monde à s'inscrire au congrès et au-delà à accompagner le processus d'implémentation de l'endoscopie gynécologique en République démocratique du Congo. Voilà, je pense que c'est le commentaire que je peux faire à ce stade, en attendant peut-être de répondre à certaines questions. Je vous remercie. Oui, avant de passer la parole au second panéliste, j'aimerais seulement insister sur l'endoscopie. Dire que quand l'endoscopie a fait ses premiers pas en Afrique, ça était parti par des contraceptions. C'était de la chirurgie pour la stérilisation, pour laquelle nous étions envoyés partout pour aller faire cette chirurgie-là. Mais en gynécologie,
ça a viré vers tout ce qu'il y a comme gynécologique, en commençant par les soins de fertilité. Donc, c'est une chirurgie très importante pour nous. Et pour la formation, nous nous étions formés au Cameroun, mais nous avons parfait notre formation chez le professeur Nzao, à qui nous avions appris certaines choses, mais qui est maintenant très avancé dans le domaine. Merci beaucoup. Là, c'était seulement pour renchérir sur ce qu'a dit le président du SCOGO. Je donne la parole au professeur, au docteur Tsadi, qui est le président de l'Ordre des médecins et qui est lui-même aussi chirurgien endoscopique. Vous avez 5 minutes pour votre intervention, docteur Tsadi. En attendant, docteur Jean-Robert Zamouché, vous attendrez que le docteur Tsadi termine son intervention. Vous avez la parole. OK. Je remercie, j'espère que vous m'entendez. Je remercie l'organisation. D'abord, tous mes remerciements pour l'organisation, pour Tonza ou pour cette... J'essaie de me mettre en caméra, mais je n'arrive pas. Bon, je ne sais pas. Bon, j'essaie de me mettre en caméra, mais je n'arrive pas. Bon, j'espère que vous m'entendez. Donc, tous mes remerciements pour cette initiative, pour Sonzao, pour tout ce que vous faites depuis un très, 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 très bon moment. Nous avons eu des échanges, vous vous souvenez encore de notre petite anecdote de la course relais. Et voilà, donc ça, on va continuer cette discussion-là. Dans le cadre de cette conférence, je voulais peut-être dire, tout a été dit. J'ai suivi avec une grande admiration, appréciation toutes les communications, surtout qui se résume en fait le tout sur la question de l'adaptation pour que cette pratique se pérennise chez nous. Maintenant, des petits commentaires. La première chose, c'est que je suis tout à fait d'accord pour Sonzao avec les 4-5 piliers développés. Donc, sur le matériel, les équipes, l'environnement, formation et autres. La seule chose que je voudrais ajouter, c'est que tous ces piliers-là se tiennent en interdépendance. C'est-à-dire que de l'équipe dépend la qualité et la durabilité des matériels. De l'environnement dépendront également la qualité de l'environnement matériel et même la facilité pour les équipes de pouvoir travailler. Et tout cela dépend également de la formation. Donc, ces 4 piliers-là sont des piliers qui se tiennent et qui ne peuvent pas se prendre de manière indépendante. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important à souligner. Donc, j'interviens parce que nous sommes des panélistes et nous intervenons pour quelques minutes. La deuxième chose que je voulais dire, c'est dans les équipes. Je pense que l'objectif ici, aussi bien de cette conférence que du congrès qui va venir, c'est justement de continuer à développer, à pérenniser cette pratique. Et nous devons, après toutes ces années passées, commencer à regarder les choses dans les détails pour que nous puissions maintenant non plus faire des petits pas, mais vraiment faire des grands pas. Alors, sur les équipes, je pense, à mon humble avis, qu'il est aussi, de par l'expérience de toutes ces années, il est très important, pas que de former des personnes, c'est-à-dire un chirurgien qui est formé à l'approche laparoscopique, je suis une aussi que mes commentaires, c'est vraiment sur la laparoscopie et bien moins sur du côté de l'endoscopie. Donc, un chirurgien qui est formé à la laparoscopie de manière indépendante, un anesthésiste est formé à la laparoscopie de manière indépendante, vous les mettez ensemble, ils ne vont pas forcément produire le même résultat en termes d'avancée qu'un chirurgien et un anesthésiste formés ensemble. Ça, c'est la leçon que nous avons tirée de la petite expérience de développement de la laparoscopie au département de chirurgie. Et même jusqu'à présent, c'est-à-dire que tous les anesthésistes ont acquis. Au départ, c'était très, très compliqué. Maintenant, tous les anesthésistes ont été formés et donc les procédures laparoscopiques sont devenues
pratiquement de la routine, mais dans cette routine-là persistent encore des petits détails qui font que vous êtes plus à l'aise à prendre un patient, ou plus à l'aise à avancer, ou plus à l'aise à résoudre un certain nombre de problèmes avec les équipes avec qui vous avez été formés ensemble qu'avec des équipes, comment je veux dire, composées. C'est un détail, mais dans le cadre du développement de la laparoscopie, c'est ce que nous voulons dans d'autres formations, dans d'autres hôpitaux, c'est quelque chose de très important à penser. Donc, ça veut dire que au cours des sessions de formation, et on l'a dit tout à l'heure, donc on a donné même le cheminement du pelvitraîneur jusqu'au patient en passant par toutes ces étapes-là, de la même manière, il faudra que nous privilégions vraiment les inscriptions par équipe. Équipe chirurgien, évidemment, là, ce sera beaucoup plus la chirurgie, mais s'il peut y avoir une session, quand même, rappel de notions d'anesthésie, chirurgien anesthésiste viennent ensemble et le personnel. Je crois que le docteur Tsadi a quelques petits soucis pour les connexions, mais je crois que le message le plus important, c'est la formation en équipe, pour que le travail se fasse en équipe et que dans la formation, on est beaucoup plus à l'aise avec l'équipe avec laquelle on a été formé, l'équipe d'anesthésistes, je pense, et même l'équipe chirurgicale. Donc, l'accent a été mis sur l'importance de la formation et surtout de la formation en équipe. Alors maintenant, là, je donne la parole au docteur Zamouché et après son intervention, nous allons prendre quelques questions qu'on pourra poser aux orateurs. Vous avez la parole, docteur Zamouché. Vous m'entendez bien, professeur? Très bien, très Très bien. bien. En tout cas, merci pour la parole et félicitations pour l'organisation. Donc, moi, je suis d'abord content parce que ce soit la gynéco qui organise ça, parce qu'on sait que c'est Raoul Palmer, le gynécologue de l'époque, qui est vraiment à la base de la cystoscopie. Et donc, là, je voulais très rapidement dire deux petites choses. La première, c'est que c'est important que cette chirurgie minimale invasive soit maîtrisée par les chirurgiens de chez nous, parce que moi, j'œuvre en France, et lorsque je veux accueillir un chirurgien pour comme fellowship, qui doit donc participer à la permanence des soins, comme les Canadiens que nous accueillons, comme les Israéliens, les Maghrébins, ils doivent maîtriser la cellule. Donc, ce n'est pas entendable qu'un chirurgien soit de garde, par exemple, et à la place de la cellule, en fait, pas parce il passe son laparotomie. Donc, c'est vraiment important que nos frères puissent vraiment maîtriser ça. Autre chose, j'étais très content, notamment de voir j'ai appris beaucoup, hein, les adaptations. Par exemple, le smartphone ou l'ordinateur qui permet presque de faire une cellule sans courant. Et donc ça, je vous invite tous, professeur Nzao, professeur Moloko et tous les autres orateurs, à publier, en tout cas à faire des publications, ne fût-ce que pour les célioscopies sous rachis. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre au monde. Et ça, ce serait vraiment un beau pied de nez que ce soit finalement le Sud qui apprenne au Nord certaines choses. Et enfin, dans les interventions, il y a la cellule exploratrice. Combien de fois les patients bénéficient d'une xyphopubienne pour des explorations où on se rend compte qu'il y a une carcinose péritonéale, on fait demi-tour. Donc vraiment, pour la cellule exploratrice, ça pourrait déjà être un bon créneau pour la chirurgie célioscopique. Voilà, merci beaucoup et félicitations. Merci beaucoup, docteur Zamouché. Bon, nous avons terminé avec les interventions des panélistes. Il y a des questions qui ont été posées et j'aimerais bien les transmettre aux orateurs, notamment au professeur Nzao. Il y a docteur Eli qui pose la question des avantages et les désavantages de l'utilisation de la laparoscopie avec gaz, sans gaz, et quel est le risque de le faire sans gaz. La question est adressée au professeur Nzao. Une deuxième question adressée au professeur Nzao, c'est à propos de smartphone, son utilisation de façon pratique. Certains voudraient avoir une idée
Et ainsi, l'énergie photovoltaïque, comment l'utiliser? Voilà les quelques trois questions qui sont adressées au professeur Nzao. Oui, oui, Et merci. Ah oui, d'accord. allez-y, professeur Nzao, oui. Vous avez la parole, professeur Nzao. Oui, merci beaucoup pour ces questions. Alors, pour la première question, les avantages et les désavantages. euh, Par rapport aux avantages de la laparoscopie sans gaz, le premier, c'est le fait que vous n'avez donc pas de gaz carbonique, donc il n'y a pas tous les effets secondaires liés au gaz carbonique, il n'y a pas de pression intra-abdominale, donc il n'y aura pas de résorption, il n'y aura pas d'embolie gazeuse liée au, bien que c'est rare. Mais aussi chez certains patients ou patientes, nous on est en gynécologie, on a souvent l'habitude de parler des patientes, certains patients qui ont des problèmes respiratoires ou des problèmes cardiaques qui pourraient contre-indiquer un pneumopéritoine, l'alternative pourrait bien être de la laparoscopie sans gaz, ça veut dire en utilisant juste un dispositif pour soulever la paroi abdominale. Bien sûr que le fait que vous n'ayez pas à utiliser des gaz, donc le ballonnement, le pneumopériton ne va pas être très régulier, ce qui fait que l'abdomen est surélevé à un certain point, ça crée une sorte de tente et donc ça limite l'espace de travail. Il y a que quelques actes qui peuvent être pratiquer ou quelques procédures qui peuvent être possibles en chirurgie laparoscopique sans gaz. Mais il y a des grandes séries des Chinois, des Indiens qui ont des milliers, alors des milliers de cas pratiqués sans gaz. Ça, je pense que c'est l'essentiel de ce que je veux dire. Le fait qu'on n'utilise pas de gaz, donc on n'aura pas d'insufflateur. On peut donc pratiquer ça, la paroscopie. Imaginez que vous faites une combinaison, la trilogie Smartscopy, rachianesthésie et la paroscopie sans gaz. On peut bien pratiquer ça même en pleine forêt. Donc on n'a pas besoin d'électricité au fond de manière permanente. Si on a l'énergie photovoltaïque, on peut bien faire cela et très facilement. Ça me permet d'aller vers l'énergie photovoltaïque. La question, c'était de savoir si, en termes de coût à long terme, parce qu'il faut changer les batteries après 7 10 ans, est-ce que nos hôpitaux de l'intérieur sont à même de faire face? Je pense que la personne, je crois que c'est le docteur Serge Noël qui a posé la question, il voyait le concept sur le plan vraiment industriel où c'est tout un hôpital qui utilisent les panneaux solaires. Moi, je parle de l'endoscopie, ça veut dire de la petite colonne qui peut être branchée sur un petit panneau photovoltaïque. C'est pas des grosses batteries pour tout un hôpital. Si c'est pour changer pour tout un hôpital, alors là, ce n'est pas que l'endoscopie. L'utilisation, c'est beaucoup plus large que l'endoscopie. Mais pour nos appareils d'endoscopie, l'énergie photovoltaïque pourrait ne pas être très, très, comment je pourrais dire, ne pourrait ne pas être prohibitive en termes économiques. Ce qui est vrai, c'est que à long terme, même après 10 ans, s'il faut changer les batteries, si on les avait achetées au début, si on doit comparer par exemple au groupe électrogène ou à l'électricité qu'on paierait chaque mois, c'est largement plus rentable et plus accessible d'utiliser les panneaux solaires. Parce qu'on a du soleil et donc on peut bien l'utiliser. La dernière question, c'est... Je n'ai pas... Excusez-moi, monsieur le modérateur. L'énergie photovoltaïque, c'était la... Oui, ça, j'ai répondu. Ah oui, oui, ce sont les trois questions que vous m'avez rendues. Il y avait une question aussi sur les formations. C'est le docteur Mojinga qui a posé ça. Je ne sais pas si vous Oui. permettez que je... Allez-y. Oui, oui. Elle demandait s'il y avait des formations. Oui, depuis 2019, on a commencé des formations. Et d'ailleurs, là, il y a un centre de formation en endoscopie qui se termine, on clôture les travaux vers fin juin à l'Université de Kinshasa. Donc, ça part vers une autre étape où il y a un partenariat avec l'Université de Kinshasa. Et oui, il y a aussi certaines facilités de matériel. Il y a plusieurs acteurs qui sont en train de se développer aussi localement. Mais en juillet, lors du congrès, on Oui. va finaliser certains partenariats pour permettre à ce que, comme Dr. Okemi a dit, que cette accessibilité soit un peu plus rendue facile pour nous parce que ça constitue un problème. Merci.
en tout cas de Mbujimaï, il y avait une question pour savoir s'il y avait moyen d'acquérir les matériels assez facilement. Je crois que vous venez d'y répondre. Oui. Alors, au docteur Kieme, bon, je ne sais pas, il y a une question là. Vous avez dit, pour adapter, il faut connaître. Quelqu'un voudrait un commentaire là-dessus. Je pensais que c'était très... Vous avez un mot à dire là, le docteur Kieme, là. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Oui, j'avais commencé à répondre déjà sur le chat. Hmm. Oui, le commentaire que je peux en faire, c'est que on a vu toute l'instrumentation, toute la technicité que c'est. Et la particularité de la laparoscopie, c'est qu'on n'a pas de retour haptique. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre, lorsqu'on fait une laparotomie, on peut toucher un intestin, on a le palpé entre le doigt. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la pince qui touche à l'organe. Alors qu'au niveau de la laparoscopie, c'est un instrument. Donc, vous ne pouvez pas apprécier ce qu'est, par exemple, la force de pression que vous exercez au bout de votre instrument. Mais si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des pinces de préhension celluloscopique, vous pouvez, on va dire, nécroser, faire décéroser votre intestin, par exemple, parce que vous allez serrer trop fort le mort de votre instrument. Donc, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas été exposé à cela, ça va être difficile. Quand on vous demande, par exemple, voilà, vous n'avez pas d'endoloupe, comment est-ce que vous pouvez faire un nœud? Vous ne savez pas utiliser le porte-aiguille. Donc, pour pouvoir parler d'adaptation, il faut déjà connaître le processus normal d'un bout à l'autre et de se dire, comme je connais le chemin, maintenant je peux faire une déviation, je peux faire un petit crochet, si je peux me permettre de le dire ainsi. C'est pour ça que nous nous sommes permis de mettre cela dans notre présentation. Merci, monsieur le modérateur. Ça, c'est vraiment logique. Avant d'adapter, il faut connaître l'instrument et autres. Bon, nous arrivons pratiquement à la fin de G questions-réponses. Maintenant, je passe la parole aux organisateurs, au professeur Nzao, pour parler du congrès, un rappel sur le congrès et puis parler. Il avait commencé, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à ajouter sur le congrès. Professeur Nzao. Oui, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci pour m'avoir accordé encore la parole. Juste dire que, vous voyez, le développement de l'endoscopie en Afrique est de plus en plus mis en avant parce que l'écart, comme je l'avais dit, se creuse davantage et l'Afrique prend du retard pour arriver à, si pas rejoindre les autres, mais se mettre en termes de voix sur le plan international, avoir une certaine parole. Aujourd'hui, lorsqu'on doit présenter des grandes séries dans les congrès internationaux, par exemple de chirurgie, on aurait du mal à ramener nos cas exactement tels que nous faisons. Et dans quelques années, si on ne fait pas attention, même les livres de chirurgie qui seront écrits ailleurs, puisque nous-mêmes, nous n'en écrivons pas beaucoup, auront du mal à être utilisés chez nous parce que toutes les techniques vont être décrites selon les voies d'abord et à peu près endoscopiques. Et les exceptions, ça sera vers la laparoscopie. Donc, nous avons grand intérêt à rattraper les choses et faire de sorte que ça se présente chez nous. Et depuis 2023, nous avons pris l'habitude d'organiser des congrès de sensibilisation au niveau africain. Et cette fois-là, ça sera en 2026 ici, ce sera au mois de juillet. Et comme avait dit le modérateur, c'est dans ce cadre-là que nous sensibilisons même pour que nous nous retrouvions et que nous discutions autour de ce que nous pouvons faire par rapport à tous les défis auxquels nous faisons face. Il y en a beaucoup, mais contrairement à il y a 20, 30 ans, comme je l'avais dit, il y a beaucoup de facilités. Certaines facilités peuvent être récupérées pour nous aider à aller vite et, si pas rattraper, mais au moins atteindre un niveau assez acceptable. Donc, je n'ai pas pu mettre, parce qu'il n'y a pas une boîte chat ici, mais je vais juste peut-être mettre le lien du site du congrès pour que ceux qui veulent avoir d'autres informations aillent voir ce lien-là. Cliquez sur le lien ou recopiez-le sur votre adresse, votre barre d'adresse, pardon, et vous pourrez avoir tous les renseignements et les équipes sont bien là pour répondre à vos questions. Donc, vous avez c'est www.andofodab26.org. Dernière chose que je vais dire, c'est que lors de ce congrès, il y aura
un atelier d'hystéroscopie, un atelier en V-Note et un atelier qui est en fait un cours international sur les nursing en endoscopie. Voilà un peu ce que je pouvais dire à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup au professeur Nzaou. D'abord, je tiens à réitérer mes félicitations pour tout ce que vous faites pour l'endoscopie, l'évolution de l'endoscopie. Je me souviens encore vers les années 90, quand on allait en Tunisie pour aller apprendre l'endoscopie, c'était l'œil sur l'optique pour aller voir et faire ce que nous faisions, placer des anneaux de Youn. Les évolutions sont allées jusque dans à l'utilisation des caméras, des moniteurs. Nous avons maintenant des robots qui travaillent. Les énergies ont marqué beaucoup d'évolutions et les gens ont mis du temps pour arriver là où ils sont. Mais je crois que nous avons l'avantage de prendre le raccourci. Et pour prendre ces raccourcis-là, il faut que nous puissions nous intéresser à cette chirurgie-là qui a beaucoup d'avantages que vous avez rappelés. Si je ne peux épingler que le séjour, la réduction du séjour à l'hôpital, les one day surgery. Donc, ce sont des opportunités qui nous sont offertes par ces webinaires pour connaître davantage la chirurgie mini-invasive, ses avantages, et pour que nous puissions aller vers l'acquisition de ces connaissances-là. C'est comme ça que nous félicitons l'équipe FODAB et nous te félicitons spécialement pour tout ce que tu fais ici au pays et même en dehors du pays. Et ça fait que même nous, comme université, quand nous en parlons à l'extérieur, on sait voir qui a amené l'information et qu'est-ce que nous faisons ici. C'est surtout grâce à tout ce que vous faites sur endoscopie, vous et les autres qui sont dans le même créneau. Nous ne pouvons pas terminer sans vous annoncer le prochain webinaire. Le prochain webinaire va se tenir le lundi 22 juin 2026, toujours à 20 heures. Et ça sera sur l'hystéroscopie, l'hystérectomie V-Note, regard croisé et partage d'expérience. Comme aujourd'hui, si je vois les compteurs, nous sommes à peu près à 153 personnes qui avons assisté à ce webinaire, alors qu'il y avait à plus de 300, même qui approchaient même 500 personnes qui s'étaient enregistrées. Je souhaite que la fois prochaine, beaucoup y assistent parce qu'il y a de la matière, il y a de quoi se former, il y a des informations que nous, qui sommes aussi dans le domaine, n'avons pas. Et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion, à travers ces communications, à avoir un plus sur la chirurgie mini-invasive. Il nous reste 2 minutes. Je vois le docteur Sangana lever la main avec insistance. Je lui donne la parole et puis on clôture notre séance d'aujourd'hui. Docteur Sangana, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien là. Oui, oui, on vous attend très bien. Entendez? Oui, Oui, merci. Non, 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 je voulais seulement remercier Emmanuel Nzao, le professeur Nzao, pour son exposé et surtout du fait qu'il a insisté sur les obstacles de l'évolution Je parle de celluliochirurgie, hein, je ne parle pas de la chirurgie endoscopique, ça c'est autre chose, c'est pas la même chose. Je suis vraiment content, surtout des obstacles par les professionnels. Je pense qu'il faudrait mettre à un point, il faudrait informer les professionnels sur la nécessité de cette voie d'abord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la, laparoscopie sans gaz, nous avions commencé ça dans les années 80, 90. Et je vous assure que il faut vraiment être bien entraîné pour pouvoir la faire. La cystoscopie sans gaz, je ne sais pas si Emmanuel Nsaou a fait ça. Mais moi, j'en ai fait dans les années 80,
80-90, et on a reculé. On s'est dit, c'est difficile. Et ça n'a aucune importance pour une simple raison, c'est que le CO2 est absorbable par le sang. On n'a pas, je sais pas, j'ai pas d'histoire d'embolie pulmonaire suite à l'injection de CO2. On n'a pas, on voit de gaz passer, des bulles de gaz, mais c'est absorbé. Mais s'il y a une certaine expérience, ce serait une très bonne chose qu'on puisse faire ça sans CO2. Mais, Ok. et puis, euh, sous rachis anesthésie aussi, on a essayé. J'ai fait quelques hystérectomies, quelques hernies sous rachis anesthésie, cystoscopie sous rachis anesthésie. C'est Ok. pas facile. C'est pas facile et j'aimerais bien. Moi, ce que je veux, c'est pas que on fait à tel endroit, à tel endroit. J'aimerais bien savoir si quelqu'un fait ça ici, sans gaz. Parce que Ok. ça fait un certain temps que je suis au Congo, depuis, je crois, 4 5 ans, 5 ans. Je ne sais pas si quelqu'un fait de la laparoscopie sous rachis anesthésie. J'aimerais bien savoir et je suis prêt à aller le voir. Merci. Merci beaucoup. Il est exactement 21h30 et c'est le temps que nous avions mis pour pouvoir consacrer à notre webinaire. Et si nous avions donné la parole au docteur Sangana, c'est un des gens qui sont très rompus dans la chirurgie endoscopique et nous avions voulu avoir sa voix. Sur ce, je crois que nous pouvons arrêter notre webinaire et avec l'invitation de nous retrouver le 22 juin pour le deuxième webinaire. Et j'ai dit bonsoir à tout le monde et à la prochaine. Merci Bonsoir beaucoup, à tout le Simon. monde. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Merci, à merci tous. beaucoup, merci. Et Et tout en Merci. remerciant les Bonne trois soirée à tout le monde. présentateurs, le professeur Nzaou, docteur Mafuta et docteur Kuchila. Merci Nous vous beaucoup. remercions très sincèrement parce que vous avez présenté des très bonnes informations. Vous nous avez donné de très bonnes informations, ainsi que les deux panélistes et tous les autres intervenants. Je vous remercie et je vous souhaite bonne nuit.